Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous accueillir pour la deuxième table ronde de la journée. On en a eu une précédemment qui traitait du fait de cheminer vers Dieu alors qu'on est en couple. Donc dans une suite logique, ou pas, on va traiter ensemble de l'éducation. Je suis particulièrement honorée d'animer l'échange qui va suivre, ce pour deux raisons. La première raison, c'est que animer une table ronde qui s'intitule « Clé pour une éducation positive ». Alors je préfère vous le dire parce que vous allez sans doute vous en apercevoir, les deux intervenants que j'accueille, je les accueille avec beaucoup d'affection et beaucoup de reconnaissance aussi. Excusez-nous ce désagrément, donc je disais que je ne pourrais pas être aussi bien entourée que ce que qu'en compagnie des intervenants près de qui je me trouve. La première, il s'agit de Zahour El-Ghata, psychologue, qui exerce dans le sud de la France, où elle propose des accompagnements et un soutien auprès d'un public adulte, adolescent et enfant. Zahour El-Ghata est également chroniqueuse radio. Elle intervient lors d'émissions sur des sujets en lien avec la parentalité, le bonheur conjugal ou d'autres problématiques se référant à son domaine de compétences. Conférencière, elle se caractérise par une solide expérience en matière de séminaires, d'ateliers. Et ça, je l'ai rajouté, c'est ma petite touche. Amoureuse des mots et des belles lettres, elle propose des articles et des écrits en lien avec sa pratique professionnelle et surtout en lien avec le regard bienveillant qu'elle porte sur le monde. À ses côtés, avec le même regard bienveillant sur le monde et les êtres humains, j'ai le plaisir. Donc, cher Hassan Younes, docteur en nutrition, imam à la mosquée de Beauvais, le docteur Younes est très actif dans le dialogue interreligieux et interculturel. Il est d'ailleurs à l'initiative du mouvement Les Croyants Unis pour la Paix, composé de représentants musulmans, catholiques, protestants et juifs. Donc, à mes côtés, deux intervenants, une caractéristique commune, le souci de l'autre et l'engagement dans la question éducative. Donc, si on part de l'idée qu'assurer à ses enfants, à ses proches, une éducation riche, basée sur des principes de l'islam est possible aujourd'hui en France, partons de ce postulat, je vais me tourner d'abord vers Zahour El-Ghata. Comment le projet éducatif doit-il être porté afin de permettre à chacun de rendre complémentaire une appartenance à la fois spirituelle, religieuse et une appartenance citoyenne? Barakallahu fik pour cette question. J'essaie. Donc, salam alaikum. Je vais essayer de répondre, en tout cas d'ouvrir quelques pistes de travail sur cette question-là. Je vous remercie d'être là nombreux. Pour ceux qui sont un peu loin, je vous invite peut-être à vous rapprocher. Ce sera plus confortable pour vous et pour nous. Donc, cette question, comment est-ce qu'on peut rendre complémentaire une éducation religieuse et une éducation citoyenne, me semble une question très pertinente. Et en même temps, baisse un petit peu peut-être. Ouais. En même temps, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? C'est-à-dire que les prérequis de cette question, c'est se dire que peut-être il y aurait une incompatibilité. C'est déjà partir de l'idée que ce ne serait pas naturel qu'on puisse être construit de façon cohérente et unifiée, c'est-à-dire dans un lien d'unité entre notre identité religieuse, à savoir musulmane, mais pour d'autres en fonction de leur confession, et puis une identité citoyenne qui s'inscrirait plutôt dans le rapport à l'autre. Donc à cette question, Charlotte, moi j'ai envie de répondre dans un premier temps que l'appartenance religieuse, en tout cas pour moi, n'impacte et n'exclut et n'abîme et ne réduit en rien l'appartenance citoyenne de tout un chacun. Aujourd'hui, on est quand même rassemblés pour parler d'éducation et donc de transmission. Ce qui me semble évident pour moi ne l'est pas forcément pour tout un chacun. Ça l'est encore moins pour les enfants qui sont en cours de développement et qui voient dans leur quotidien des différences entre ce qui leur est inculqué à l'école, par exemple, et puis ce qui leur est inculqué à la maison. Ce matin, on parlait avec le professeur Hassan Younes, par exemple, du darwinisme. D'où vient l'homme? D'où est-ce qu'on vient? Donc, il y a
des références théologiques et religieuses qui font qu'on vient d'Adam et Ève. Et puis, il y a d'autres références qui sont du côté du darwinisme, et c'est celles qui sont enseignées dans les collèges, où une sélection naturelle fait qu'aujourd'hui, nous en sommes à ce haut niveau de développement qu'on incarne tout un chacun. Donc, comment est-ce qu'on va faire, comment l'enfant va faire, lui, pour allier ces deux apprentissages, ces deux visions du monde, ces deux références, et pour ne pas être clivé, on parlait de dichotomie ce matin, ne pas être clivé et ne pas être engagé dans un processus schizophrénique où il y aurait la vision du monde à l'intérieur de la maison et une autre vision du monde, pas forcément complémentaire, à l'extérieur de la maison. C'est assez désagréable. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'était l'introduction par rapport à cette question, ce qui nous emmène d'emblée à la question de l'éducation réussie notamment. Donc l'éducation réussie, moi ça me pose toujours question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une éducation réussie? On a chacun ici dans cette salle une définition différente de qu'est-ce que l'éducation réussie. Selon quels critères? Pour quel objectif? C'est-à-dire quand j'éduque mon enfant ou quand j'éduque les enfants des autres en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en tant qu'animateur, en tant qu'intervenant, par exemple, sur les centres aérés, comment je vais définir l'éducation réussie? Alors, je suis tombée sur un article du Pèlerin qui disait que le critère le plus important, celui qui revient le plus fréquemment, alors ce serait lequel? Une éducation réussie. Le premier critère auquel vous pensez? Équilibre, épanouissement, quoi d'autre? Être heureux, donc on est dans l'épanouissement personnel, développement psychologique. La confiance en soi. Ah, intéressant, les règles. Valeurs. D'accord, donc le respect des règles? Oui, quoi d'autre? Il y a d'autres réponses? Des critères d'une éducation réussie? Les valeurs également, transmission de valeurs, monsieur? Exactement, la capacité à être en relation avec les autres. D'autres critères? L'estime de soi. Alors, il faut savoir que vos réponses, ce n'est pas les réponses majoritaires de l'article, hein. Donc vous êtes très très sensible à l'équilibre de votre enfant. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui vous semblent importants pour définir ce qu'est une éducation réussie en général? Si vous voyez par exemple un jeune de 18 ans, comment vous savez si, comment vous définissez qu'il a une éducation réussie ou pas? La réussite scolaire, merci, c'est le critère comportement. Bon comportement. D'autres choses? L'autonomie, j'ai entendu. Alors ça, c'est un critère très très important. Alors, qui c'est qui a dit autonomie? C'était par là-bas. Ah, merci monsieur. L'autonomie, très bien. D'autres critères qui vous viennent ou pas? On a déjà fait pas mal le tour, hein. Il y a les valeurs, le respect des règles, l'épanouissement personnel, donc développement personnel, un enfant qui est épanoui. Les résultats scolaires, il faut savoir qu'à 80%, c'est le critère qui ressort en priorité. C'est-à-dire qu'on va évaluer la qualité de l'éducation d'un enfant en fonction de son bulletin, aujourd'hui en France en 2019. C'est le premier critère par lequel on passe. Et j'ai envie de dire, moi qui ai longtemps travaillé en pédopsychiatrie, c'est également un des critères de bonne santé. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que c'est un critère important. C'est-à-dire que c'est l'indicateur, c'est comme quand on a l'image de l'iceberg, il y a la partie immergée, il y a la partie émergée. La partie émergée, elle passe essentiellement par la réussite scolaire. Un enfant qui voit ses notes chuter à l'école, c'est un enfant qui ne va pas bien et pour lequel il faut questionner qu'est-ce qui se passe en termes
disponibilité psychique et d'épanouissement personnel. Qu'est-ce qui fait que son rapport au savoir est biaisé. Donc, dans ce que j'ai pu trouver lors de la préparation de l'intervention, on a une scolarité brillante, c'est le premier critère. On a une socialisation riche, donc tout ce qui est habilité sociale, savoir se comporter avec les autres, être invité par les copains, recevoir des copains, participer à des activités, pouvoir, voilà, sur un match de foot qui s'improvise de façon spontanée, est-ce que l'enfant, il est associé ou est-ce qu'il est plutôt exclu? Ça, c'est un indicateur. L'épanouissement psychologique, donc on est sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, et on a également la dimension religieuse. Bizarrement, vous n'en avez pas parlé. Le sujet, c'est quand même éducation à la fois. Hein. Et donc, dans ce critère du religieux, il y a l'obéissance aux parents, les prières qui sont faites de façon régulière ou pas, la pratique du ramadan. Voilà, ce sont autant d'éléments qui vont venir chez certains parents être un indicateur de l'éducation réussie. Donc on en revient à cette question, quel est l'objectif du parent dans l'éducation? Alors la personne qui a dit autonomie, je trouve ça intéressant parce que là ça fait 12 ans que je travaille avec des familles de tout horizon, certaines qui sont musulmanes, et j'ai remarqué que dans la communauté musulmane, l'autonomie, alors je n'ai pas d'études statistiques sur la question, j'ai juste ma clinique, les enfants que je rencontre et les parents que je rencontre. Les parents de la communauté, on va utiliser ces termes-là, bien que je ne les porte pas dans mon cœur, mais l'autonomie n'est pas un objectif premier. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'obéissance aux parents qui revient souvent. Et je trouve que pour ces parents-là, c'est extrêmement compliqué de mener à bien le projet éducatif. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans un espèce d'équilibre interne, mais également dans leur rapport à leur enfant, qui est « je te demande d'obéir » et en même temps « je te demande de réfléchir ». Sauf que naturellement, l'enfant, il va être pris par l'exploration du monde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais le bébé, au départ, il est immature. C'est l'animal, nous sommes des animaux sociaux, c'est l'animal qui naît le plus immature. C'est-à-dire qu'un enfant, il naît, on le laisse dans le couffin, il n'y a aucun adulte qui vient s'occuper de lui, il meurt. C'est comme ça. Il y a d'autres animaux dans le monde qui vont naître de façon beaucoup plus mature et qui peuvent s'en sortir tout seuls. Ce n'est pas le cas de l'être humain. Pardon. Donc, c'est pas le cas de l'être humain. Ouais. Donc, cet enfant, par exemple, si on compare par exemple au bébé du coucou, le bébé du coucou, il a des stratégies, il a des choses qui sont encodées dans ses gènes. Il va éclore avant les autres œufs du nid, parce que lui, c'est l'intrus embarqué. Il éclot avant les autres. Le coucou, l'oiseau, il va éclore et son premier réflexe, c'est déjà de balancer les autres oiseaux, parce que si ils viennent à éclore, le parent oiseau va remarquer la différence. Donc il va se dire qu'il y a un problème. Donc ce qu'il fait, c'est génétiquement codé. Il va jeter les autres oiseaux et il va rester là. Donc il est sur des stratégies de survie qui sont efficientes. Et il va être nourri par son parent adoptif, on va dire. Il y a d'autres animaux qui peuvent s'en sortir tout seuls. La petite tortue, hop, la ponte se fait sur le bord de la mer. À un moment, elle éclot. Bim, elle trace directement du côté de la mer et elle va faire son chemin toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va prendre soin d'elle particulièrement. Le bébé humain, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Il faut lui inculquer pas mal de choses. Mais dans le développement du bébé humain, il y a des choses qui viennent de l'apprentissage et il y a des choses qui vont être du côté de l'acquisition. Par exemple, la marche. Bon, la différence entre les deux, c'est que l'acquisition, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. L'apprentissage, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. L'apprentissage, il y a forcément un enseignant qui va venir injecter du savoir. L'acquisition, c'est quelque chose qui va plus venir de l'intérieur. Par exemple, le langage. On va apprendre les mots à l'enfant, mais on ne lui apprend pas à parler. Parler, c'est lui qui, à un moment, va avoir le désir de communiquer avec les autres. Donc, le langage est une acquisition. De même que la marche. Pourquoi je prends cet exemple? C'est que le désir d'exploration et de comprendre, il est inné chez l'enfant. Autant il y a des choses qui ne sont pas innées et qui sont
et l'enfant immature, autant le désir d'explorer, d'apprendre, de comprendre, de se construire un savoir, lui, il est inné. L'enfant, quand il naît, bon, on a dit il est immature, il ne se déplace pas tout seul. À un moment, il va commencer à se déplacer tout seul. Pourquoi? Parce que ce qui est là, ça l'intéresse. Et que du coup, maman, elle n'est pas tout le temps disponible. Donc, à un moment, il va trouver l'énergie à l'intérieur de lui-même, donc la curiosité intellectuelle et son propre carburant, pour aller chercher cet objet, pour l'explorer. Et dans un premier temps, bébé, il va explorer avec ses mains, avec sa bouche. C'est pour ça qu'il met tout à la bouche, parce que c'est son logiciel de décodage, la bouche. Et puis après, il va toucher avec la main, se faire une représentation. Et puis finalement, il va développer ses compétences cognitives. Et il va pouvoir passer de l'abstrait, du concret à l'abstrait. Donc dans le développement de l'enfant, à partir de fin CM2, début collège, il peut commencer à raisonner dans sa tête. Un enfant qui compte, par exemple au CP, il compte 1, 2, 3, 4. Si on fait une soustraction, il fait 4, moins 2, donc 1, 2. Il va compter combien il en reste. Il passe par le concret. Au collège, le raisonnement se fait de façon beaucoup plus abstraite, donc avec l'acquisition de la lecture et de la mise en représentation. Alors, longue introduction pour dire que dans le rapport à la foi, est-ce qu'on est sur de l'apprentissage ou est-ce qu'on est sur de l'acquisition? Je pense que Hassan Inès, il a une réponse par rapport à la fitra. Mais c'est une question importante. Si on est du côté de l'acquisition, c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur et qui va se développer grâce au rapport qui va être entretenu par l'enfant avec son monde. Et l'intervention du parent va se situer où? Favoriser les interactions. Si on est du côté des apprentissages, ça veut dire que j'ai un mode d'emploi avec grand 1, grand 2, grand 3, petit a, petit b, petit c, et on continue. Et donc c'est la responsabilité du parent d'injecter du savoir. Alors, je ne sais pas si le micro marche bien, mais je vais reprendre votre réponse, qui est, c'est une conjugaison des deux. C'est-à-dire que l'enfant naît avec la fitra, évidemment, donc il y a quelque chose qui est à l'intérieur de l'enfant, il vient avec au monde et qui ne demande qu'à se développer. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de l'enfant qui ne demande qu'à se développer par l'exploration du monde. C'est-à-dire je vais aller faire des expériences et confirmer ou mettre à l'épreuve ce que je pense être vrai ou pas. Et d'un autre côté, il y a une vraie responsabilité des parents, mais qui n'est pas exclusive. C'est là où c'est intéressant, cette notion d'articulation et de conjugaison. La responsabilité des parents n'est pas exclusive. Nombre de parents que j'entends dire, écoute, maintenant, tu as l'âge de raison, maintenant tu te débrouilles. Moi, je t'ai appris, donc j'ai injecté, j'ai rempli le verre ou la bouteille, c'est que, voilà, vous choisissez l'image qui vous plaît. J'ai fait mon boulot, moi j'ai rempli. Là, tu as 13 ans, tu es pubère, l'adolescence, allez, tu rendras tes comptes par toi-même. Et c'est des discours qui sont dommageables, en fait, parce que ça, pour les parents, ça induit, en tout cas, ça sous-entend l'idée qu'ils se pensent totalement responsables de ce qu'ils transmettent à l'enfant, ce qui n'est pas le cas. Et puis, ça veut dire aussi, quand on dit « t'as 13 ans, t'es pubère, tu te débrouilles », ça veut dire « je te lâche ». Et que l'apprentissage, quel qu'il soit, si on part du principe que c'est un apprentissage, se fait par progression. Moi, j'adore la métaphore des escaliers, c'est-à-dire que c'est marche par marche. Et si la marche est trop haute, on en fait 2 marches. C'est-à-dire que chacun a ses compétences propres, a ses dispositions propres, et on n'est pas tous égaux, même si on se veut égaux en droit en France, on n'est pas tous égaux dans nos compétences à apprendre, dans nos compétences à cheminer. Et le grand écueil de certains parents, c'est de vouloir aller plus vite que la musique par rapport à leur enfant. Parce qu'eux, ils sont sur une progression et que l'enfant, lui, il est sur, à un moment, il est en train d'éclore à la vie, éclore à l'éveil, éclore à sa foi. Mais c'est bien quelque chose qui avait à l'intérieur et qui demande à se déployer dans l'extérieur et dans le quotidien encore
faut-il qu'on lui laisse la place. Quand je dis encore faut-il qu'on lui laisse la place, bon, vous avez tous entendu parler des écoles Montessori. Le principe de l'école Montessori, c'est super à la mode. Donc pour avoir un enfant épanoui, il faut le mettre à l'école Montessori. Sauf que bon, c'est 800 € par mois, donc c'est un peu compliqué pour certains. Mais l'école Montessori, c'est quoi le principe? Maria Montessori, qui est la fondatrice des écoles Montessori, elle n'a pas travaillé avec les enfants de diplomates et d'ambassadeurs à la base. Elle faisait partie d'une certaine bourgeoisie. Elle est partie en Inde et elle a vu des enfants dans la rue qui étaient livrés à eux-mêmes. Mais qui exploraient. On a tous cette image d'enfants africains, sans chaussures, qui fabriquent une petite roue avec un petit bâton et qui la fait rouler. Bon, on se dit mesquine. Ben non, pas mesquine. Pas mesquine parce que lui, il est en train d'explorer le monde en fonction de la vitesse de sa curiosité intellectuelle. Alors il a moins de moyens qu'un enfant qui aurait des iPads et compagnie. Hier j'ai vu une image là sur mon fil d'actualité sur Facebook. Je trouvais que c'était marrant, c'est 3 enfants africains justement de dos qui dominent la jungle et ils se parlent entre eux et disent mais t'es au courant qu'en Europe les enfants occidentaux ils sont obligés de rester 8 heures par jour en classe et que s'ils bougent trop on leur donne des médicaments et qu'ils n'ont pas le moyen de se dépenser sauf à travers des écrans. Et donc il y en a un autre donc, dans la bulle qui lui répond « faudrait monter des associations pour les aider ». Je trouve ça excellent. C'est-à-dire que chacun voit midi à sa porte. Donc eux, ils sont en train de dire « mais c'est qui nous, les enfants occidentaux qui sont obligés de bien se tenir comme ça, de ne pas bouger, et puis s'ils bougent parce qu'il a un peu d'énergie, ben bim, il est puni, il doit faire des lignes, alors pour peu que... Ben lui, il préfère jouer au foot, donc il a une motricité globale qui est meilleure que celle de l'écriture, ben ça devient vraiment une torture. Et par effet de boule de neige, par ricochet, on va créer une vraie souffrance dans le rapport à la scolarité. Ce qui se passe, c'est que dans certaines familles, il se passe la même chose dans le rapport au religieux. J'ai envie de transmettre des valeurs à mon enfant. J'y tiens tellement parce que quand même, si je ne le fais pas, moi, je vais aller en enfer. Donc ça, c'est pas bon. Et je vais forcer jusqu'à le rendre allergique à la question du religieux. Je passe la parole au professeur Hassan Ounel. Barakallahu fikoum. Bien, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères, chères sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous. Je remercie les organisateurs de cette invitation pour parler d'un sujet ô combien important. La preuve, vous êtes très nombreuses et nombreux à vouloir effectivement, en tout cas, échanger. Et je ne veux pas dire venir ici apprendre, parce qu'on ne va pas vous apprendre plus de choses. C'est une expérience que nous transmettons, et puis on va vous écouter tout à l'heure pour que, aussi de notre tour, je suis persuadé, apprendre de vos expériences. Éducation positive, hein, comment éduquer positivement, hein, un peu le titre, à la fois la citoyenneté, etc. Alors, permettez-moi de commencer par une petite histoire qui peut paraître anecdotique, mais je vais dire avec des conséquences terribles. Histoire réelle, un papa, donc permettez-moi de dire, parce qu'on est obligé de faire certaines distinctions entre des nôtres, parce qu'on parle de notre foi, ou nos enfants, et donc avec son jeune enfant d'une dizaine d'années dans la voiture, centre-ville, accrochage avec une autre voiture. La faute à l'autre. Les deux conducteurs descendent de voiture. Le papa, ne parlant pas, ne s'exprimant pas très bien en français. L'autre conducteur en profite un peu de la situation pour faire un peu de zèle. Voyez un peu la scène. Ah, c'est de ta faute, tu vois pas. Et puis celui qui n'arrive pas à s'exprimer en français a du mal à réagir pour expliquer que. Et puis petit à petit, le ton monte du fautif. Et l'autre cède du terrain
Le jeune, il voit, il constate, il descend de la voiture, il veut parler pour dire ce qu'il en est, que c'est pas vrai, et le père lui dit, chut, tais-toi, Hchouma. Tout le monde me suit? Tais-toi, اطلع في السيارة, رجع, Hchouma عليك, remonte dans la voiture, tu me fais la honte, ne parle pas, c'est en quelque sorte les affaires des grands. Nous sommes typiquement dans un cas où l'éducation est hyper négative, inhibitrice, terrible en conséquence parce que le jeune en question, une fois qu'il est rentré chez lui, ou en tout cas il est descendu, il a cassé les voitures. C'est-à-dire il s'est senti doublement injustement, on va dire, traité, parce qu'il a vu une injustice que lui-même, son papa subir, sans pouvoir dire quoi que ce soit, et la deuxième injustice de son propre père. Et comment réagir et exprimer en fait ce qu'il a encaissé? Eh bien il a cassé. Il a cassé en considérant, eh bien, ce que je ressens comme souffrance, c'est à cause de ces voitures, et ben moi, voilà. Et ben, éduquer positivement, c'est tout sauf bloquer, inhiber. C'est tout sauf dire tais-toi. Notre sœur Zo, tout à l'heure, elle a fait la différence entre obéissance et réflexion. Oui, il faut obéir aux parents, c'est une règle religieuse, demande de Dieu, mais de quelle obéissance s'agit-il? De quelle manière? Et réfléchir, bien entendu. Comment? Quelles sont les clés? Quels sont les outils d'une bonne réflexion cadrée? Parce que faut ouvrir la réflexion, analyser les choses autour de nous. Iqra. Ah tiens. Iqra, le premier verset qui est révélé. Nous en avions parlé ce matin avec notre sœur. Et puis beaucoup traduisent ça littéralement, lis. Lis au nom de ton Seigneur. Mais le terme lis ici ne veut pas dire, voilà, je viens de sortir de chez moi, je lis un texte. Ou bien lire uniquement des phrases. C'est bien au-delà d'une récitation d'un texte. C'est bien au-delà d'une répétition, même des versets. C'est un appel à lire la vie, à lire la création. La preuve, justement la suite du deuxième verset. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, c'est lui qui a créé. Mais c'est incroyable. Si Allah voulait nous appeler uniquement à une simple lecture d'un texte, pourquoi il aurait parlé tout de suite de la création? C'est une lecture de la création. C'est un appel. Et puis il parle encore, pour ceux qui connaissent la sourate, Allazi khalaqa al-insana min alaq, c'est lui qui a créé l'être humain à partir de cette gouttelette qui se niche, la nidation on dit en biologie, qui s'accroche sur la paroi utérine, et il donne des détails. C'est-à-dire, oh toi, être humain, parents, vis-à-vis des enfants, profs, vis-à-vis des étudiants, des élèves, chacun à son niveau, parce que chacun a une responsabilité d'éducation dans son milieu, dans son environnement. L'imam, vis-à-vis des fidèles, apprend à l'autre, quel que soit son âge, et en l'occurrence, plus, aux enfants qui ont plein phase d'acquisition, de réception et, bien sûr, d'enregistrement. Pour qu'ils puissent être appelés à ne pas passer à côté des choses comme si rien n'a été. Vous savez, chers frères et sœurs, notre sœur Charlotte m'a introduit en tant qu'imam et puis prof en nutrition. Mais, ça on aurait pu le dire, mais je vais m'introduire autrement. En tant que papa. Je suis là en témoin. En tant que papa et puis en tant que prof qui a des élèves. Alors j'ai des élèves d'ingénieurs en bac+5.
Et puis j'ai 3 enfants qui ont maintenant un peu grands, bien grands. Et donc j'ai eu cette expérience de père et puis les questions qui tout le monde a, n'est-ce pas? Nous sommes issus des singes, ou c'est Dieu qui nous a créés? Pourquoi il faut prier 5 fois par jour? Pourquoi il faut jeûner? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et vous savez, la réponse, elle peut être hyper compliquée. Elle peut être aussi très simple en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes déjà parents et comment on est préparé, permettez-moi l'expression, au métier de parent, entre parenthèses, le terme métier. Parce qu'après tout, c'est une responsabilité. Vous n'avez pas choisi, enfin si, tout le monde a choisi. C'est un excellent projet, magnifique, extraordinaire, ô combien recherché. Certains payent hyper cher pour un enfant. Au bout du monde, ils peuvent y aller. Mais en même temps, c'est un projet très complexe et qui ne doit pas laisser un peu au hasard. Les grands-parents nous disaient, parce que quand on leur parle, même nos parents, mais ça c'est tout seul. Vous voyez, c'est naturel. Peut-être il y a une trentaine, 50 d'années où tout était presque naturel. On mangeait naturellement, on vivait un peu naturellement. L'air était, j'allais dire, encore propre, etc. Peut-être l'éducation pouvait se faire plus ou moins, allez, naturellement, instinctivement, quoique. Mais alors, dans une époque où tout est rendu complexe, les écrans, l'anecdote des Africains, c'est d'un enseignement incroyable. Tout est devenu complexe, ben on a besoin de se préparer. J'invite bien sûr les parents qui sont déjà, et ceux qui se préparent peut-être à le devenir, eh ben de se préparer. On prépare. Comment on prépare un mariage? Comment on s'est choisi? N'est-ce pas? Selon des critères, etc. Ben, il faut préparer l'arrivée des enfants. Il faut préparer leur éducation. Ça ne se fait plus d'une manière un peu automatique. Alors pour revenir, tout à l'heure ma sœur m'interpelle sur effectivement ces côtés instinctifs. Quelle est la part du génétique là-dedans? Parce que je suis un peu biologiste aussi. De l'hérédité, si on peut parler ainsi. Et la part, donc, entre l'inné et l'acquis. Pour ceux qui connaissent Pavlov. Le réflexe inné, le réflexe acquis. Mais vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né arrive au monde avec un instinct pur. Un instinct pur. Après, les parents vont intervenir. Parents, environnement familial, pour essayer d'apporter. Soit cet instinct continuera à être pur, soit prendra des déviances, déviations, à droite, à gauche, un peu, voilà, en fonction de l'environnement global. Pour rassurer les parents, il n'y a pas une éducation parfaite. Ça, il faut l'enlever de sa tête. Pas d'éducation parfaite à 100%. Par contre, il y a une éducation qui tient compte d'un certain nombre de paramètres, de critères, en fonction de l'environnement, en fonction des valeurs que nous avons, valeurs religieuses, valeurs universelles. Soyez rassurés, il n'y a pas que nous qu'on a des soucis avec l'éducation. Nous, j'entends, musulmans. C'est un problème, je vais dire, international, mondial, aujourd'hui. Comment faire face? Alors comment maintenant allier entre une tâche éducative, d'apprentissage, parce qu'il le faut, de suivi, d'accompagnement, et le hadith du prophète est magnifiquement, extraordinairement éducatif, et une règle pour même les psychologues, pédopsychologues, etc. Il dit éduque-le pendant 7 ans. Enfin, d'abord, joue avec lui. La'ibhu sab'an. Thumma addibhu sab'an. Puis, éduque-le pendant 7 ans. Thumma sahibhu sab'an. Accompagne-le. Sois un copain à lui pendant 7 ans. Il a combien d'âge? 3 fois 7, 21 ans. Puis, effectivement, l'autonomie arrive. Il peut partir. Il peut compter, bien sûr, sur lui-même.
par rapport à tout ce que vous lui avez apporté. Joue avec lui 7 ans, un enfant jusqu'à 7 ans n'a pas besoin, et surtout pas d'un bâton. Comme on appelle ici la fessée. Je vais vous raconter une histoire. Tu me dis si je dois m'arrêter. Wallah, mes frères et sœurs, c'est le frère lui-même qui me l'a raconté, je ne l'ai pas entendu. Et je n'aime pas raconter ce que j'ai entendu, ça, je ne crois pas beaucoup à cette transmission de on a. Mais le frère lui-même, je lui ai dit, en échangeant, en faisant connaissance, et puis de fil en aiguille, comme on dit, il me dit, mon frère, tu sais, je sais que tu es imam, et tu ne me vois pas aller à la mosquée, parce que sincèrement, je ne prie pas. Je dis, cher frère, il n'y a pas de contrainte en matière de religion, tu ne pries pas, c'est ton choix. C'est vrai que je t'encouragerai à prier, à revoir ta relation avec celui qui t'a créé. Voilà, revois ta copie. Revois ton passé, le pourquoi des choses. Il me dit, je vais t'expliquer pourquoi. Un jour, j'étais à la mosquée, comme beaucoup d'enfants, apprendre le Coran, avec l'imam de la mosquée. Et puis donc, il nous faisait réciter, et l'imam, alors, je vais le dire tel qu'il me l'a dit, malheureusement, c'est une réalité qui existe. Il faut faire de l'autocritique, ça ne veut pas dire pour bannir le système d'apprentissage, mais pour bannir des manières. Et qu'à notre tour, nous ne faisons pas, surtout pas ça à la maison, en tant que parents également. L'imam, il avait une grande bâton, et les enfants autour de lui allaient réciter, chacun y récite. Et puis il me dit, j'ai demandé à l'imam, Ammi, tonton, pourquoi faut-il prier 5 fois par jour? Et pourquoi on fait le jeûne? Des questions, mais ô combien, j'allais dire, mignonnes. Pour un enfant de 5 ans ou 7 ans à l'époque, je ne sais plus combien il l'avait. En tout cas, petit. Et il me dit, l'imam, il prend le bâton, il me tape, il me dit, tais-toi, tu fais ce que ton papa te dit, point, c'est tout. Pas de question. Alors, s'il vous plaît, mes sœurs, mes frères, ne comprenez pas qu'il faut, maintenant qu'on sorte d'ici en disant, les imams sont terribles, de monstres. Ah non. Je le suis, il y en a beaucoup d'excellents imams. Si je raconte une histoire, parce que c'est une réalité qui peut exister, et nous devons faire face à nos réalités. On ne se cache pas. On ne dit pas que tout est beau, tout est rose chez nous et dans nos mosquées, dans nos maisons. Après, ce n'est pas la peine de faire ces rencontres si tout est beau, tout est rose. Mais il y en a pire ailleurs. Je ne veux pas citer, restons chez nous. Et il m'a dit, depuis que j'ai reçu ça, je me suis dit, plus jamais. Il n'est plus jamais revenu à la mosquée. Il n'est plus jamais écouté ni papa ni maman. Et il m'a dit, j'ai développé une sorte de rejet, de phobie. De phobie. La positivité, c'est quelque chose qu'on inculque à travers des règles, des valeurs qu'on transmet, un exemple, un modèle qu'on donne en tant que parent. Il n'y a pas pire qu'un papa, pardonnez-moi les papas, qui dit à son jeune ado, qui risque ils sont un peu de cigarette, ne fume pas, tu ne dois pas fumer. Et lui, il sort dans le jardin, il allume sa cigarette et il fume. Et toi, papa? Ah non, moi je suis grand, moi je suis différent. Mais grand, différent, tu es comme lui, un être humain. Si ça fait mal à toi, ça fait mal à moi, ça fait mal à tout le monde. Éduqué par l'exemple, et surtout l'exemple positif. Éduqué par des paroles tournées positivement. Ne dis jamais, tu es mauvais. Parce que le cerveau du petit qui grandit, d'ailleurs, le plus grand organe qui se développe le plus, c'est le cerveau chez l'être humain. Pour cela, quand il naît, il a une tête grosse par rapport à son corps, et il faut le tenir, sinon la tête tombe. Pour acquérir justement un maximum de données et d'informations. Et notre cerveau, c'est un organe majestueux, si on sait lui apporter comme il faut les bonnes informations. Sinon, il peut nous jouer de tours terribles. Si tu dis à ton enfant, tu es mauvais, tu es nul, alors encore un 5 sur 20, il va capter ces informations, enregistrer ces informations,
il deviendra nul. Il deviendra nul. C'est pour cette raison, même si tu estimes que 5 sur 20, c'est nul, dis-lui, hein, ce n'est pas bien. Le terme positif, bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas utiliser des termes qui vont encombrer son cerveau pour que son cerveau ne lui fait voir que ce que on lui a introduit comme information. Vous-même, mes chers frères et sœurs, adultes, si vous vous dites tout le temps, je suis bon à rien, je suis bon à rien, hein? Les jeunes qui vont chercher du boulot, ils n'arrivent pas, je suis nul, mais il finira par être nul. Nous voyons, nous sommes ce que nous avons enregistré hier dans notre cerveau. Notre cerveau nous montre ce qu'on lui a donné comme information hier et nous montrera, nous serons ce que nous donnons à notre cerveau aujourd'hui. Vous savez, pour vous approcher l'idée, parce que c'est important cette question de positivité, et qu'il faut remplacer le négatif par le positif. Et comment toi tu influences ton cerveau, parce que ça peut paraître abstrait. Si un jour tu décides d'acheter une voiture, hein, n'importe laquelle, eh ben, tu commences à voir cette voiture partout. Même si avant tu ne la voyais pas. Ou à peine elle passait devant toi sans te rendre compte. Pour quelle raison? Parce que tu as donné à ton cerveau une information pour toi importante. Il réagit pour t'aider. Hein? Il ressort ce que tu lui as donné. On rapporte que quelqu'un est parti aussi dans une ville, et quand il revient, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as vu dans la ville? Il leur a dit, je ne vis que du commerce, que du commerce, que du commerce. Parce que c'est un commerçant, et il avait dit à son cerveau, hein, moi je veux du commerce. Donc son cerveau lui a montré que du commerce. Et puis un autre, il a dit, je ne vis que des mosquées, parce que dans sa tête, il avait envoyé les infos, je viens ici pour aller dans le monde, etc. Et d'autres, et ainsi de suite. Nous sommes ce que nous apportons à nous-mêmes comme information et à nos enfants comme information. Et je termine pour vous dire, la question de relation avec les enfants, mes frères et sœurs, c'est une question de relation entre deux êtres humains que Dieu a anoblis. Votre enfant n'est ni un jouet, ni un outil de plaisir. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, on dit on a un enfant, hein, source de plaisir, certes en soi, d'affection, de tendresse, etc. Mais il est là comme un futur être humain. La relève. Il va vous remplacer. Et donc il faut vraiment en prendre soin et le considérer ainsi. Lui demander son avis. J'ai éduqué mes enfants, et je me permets de le dire, enfin, que c'est sur point, après on verra, si vous avez envie de savoir plus. Je n'ai jamais décidé d'acheter quelque chose à la maison. Ça va jusqu'à la voiture, même la maison, sans réunir ma famille et mes enfants, leur dire, papa, qu'est-ce que vous pensez? Ça ou ça ou ça. Vous voulez ce frigo? Ça peut paraître bizarre. Ben ça c'est l'affaire de maman, hein? Ou de papa. Etc. Ils se sentent valorisés. La confiance. Il me demande mon avis. Ça veut dire je suis grand, même s'il n'a que 5 ans. L'essentiel c'est qu'il puisse comprendre ce que tu lui dis. Il va grandir en étant un vrai membre de la famille. Il vous écoutera mieux par la suite. Quand tu vas lui dire viens prier. Ah oui, parce que si papa le fait, que c'est nécessairement bien, parce que mon papa m'a montré le chemin du bien, et il est quelqu'un du bien. Pareil pour la fille. À un moment donné, foulard, pas foulard, eh ben ça dépend de la maman, entre autres. Surtout pas d'imposition. Point de contrainte, c'est un choix. Et bien d'autres règles. Voyez? Éduquons positivement, éduquons en valorisant, en respectant l'humain que Dieu a placé dans votre enfant. Barakallah fik. Barakallah fik. Merci beaucoup pour ces précieux conseils et ce regard rempli de bienveillance et d'amour. Alors juste avant, une réaction de
de Madame Zahour El Ghazal, je voudrais vous signaler qu'on va ouvrir après l'espace débat où vous pourrez intervenir soit oralement. Il y aura Candice qui passera avec un micro pour vous permettre de prendre la parole, pour poser des questions, pour témoigner, pour un partage d'expérience. Il n'y a pas de questions idiotes, il faut vraiment être à l'aise avec l'idée d'exprimer ses ressentis. Soit par écrit si c'est plus compliqué pour vous, donc il y a des petits papiers et des stylos, donc vous pourrez nous adresser votre question par écrit. Je vais laisser Zahour réagir à ce qui vient d'être dit. Du coup, beaucoup de réactions. Merci Hassan Younes pour cette intervention. Merci pour le clin d'œil fait à mon père sans que tu le saches, parce que mon père nous concertait systématiquement pour tout. Pour la maison, pour la voiture, pour les vacances, voilà, il nous associait et je me souviens parce que bon, je suis aussi militante dans mon quartier, le quartier où j'ai grandi, voilà, dans des structures, des collectifs pour lutter contre les incivilités, soutenir la réussite scolaire, mettre en place des systèmes de tutorat et je me souviens qu'il y a un jeune de mon quartier qui m'a dit Zahour, dans ta famille, vous avez tous réussi. Bon, réussi avec la définition de vous avez tous bac plus 5. Il me dit, comment ça se fait? Parce que nos parents, ils étaient amis, on a grandi dans le même endroit. Voilà, ça le surprenait. Bon, du coup, moi, ça m'a mis cette question comme ça en réflexion, ça a tourné. Puis un jour, je l'ai revu parce qu'on fait des réunions régulièrement. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, mes parents, ils m'ont jamais dit... Il y a des discours, leur discours a toujours été porteur, il a toujours été positif. Mon père ne m'a jamais dit, du coup je vais m'autoriser à un langage familier, il m'a jamais dit, écoute, t'es une fille, t'es une arabia, t'es une musulmane, tu vas galérer. Il ne me l'a pas dit comme ça. Il m'a dit, Zahour, tu viens d'un quartier populaire, t'as la peau foncée, t'es une fille, en plus, tu es arabe et musulmane, ça risque d'être un peu plus dur pour toi, il va falloir que tu travailles plus. C'est-à-dire que quand on dit à son enfant, tu vas galérer parce qu'il y a des discriminations, en fait, on a fermé le truc. On a fermé la voie et on a mis notre enfant dans une impasse. Et de quoi on le nourrit comme sentiment? Comme émotion complexe? D'injustice. On vient nourrir une posture victimaire, en fait. Alors que moi, le discours que j'ai reçu, c'était autre chose. C'était, il va falloir que tu bosses plus. Mais de toute façon, que je sois une fille ou un garçon, que je sois noire ou blanche, que je sois d'origine marocaine ou française de souche, que je sois musulmane, athée ou catholique, pour obtenir un poste aujourd'hui, il faut bosser plus. Et je ne parle pas d'un poste là-haut. Si on veut être prof à la fac, il faut bosser plus et être le meilleur. Si on veut être coiffeuse, il faut bosser plus et être la meilleure. Si on veut être plombier, il faut bosser plus et être le meilleur. Que ce soit manuel, intellectuel, conceptuel, peu importe, à partir du moment où on a envie d'être là où nous, on a décidé d'être, c'est possible. Et la voie, c'est qu'il faut que tu bosses. Voilà, ça c'était la première parenthèse. Il y a tant à dire. Je voulais simplement revenir un peu sur le hadith. Joue avec lui pendant 7 ans, éduque-le pendant 7 ans, accompagne-le pendant 7 ans. Il faut savoir que l'enfant, et je le couple avec la notion de l'imitation, dans tout parcours de formation, qu'est-ce qu'on fait? On fait des stages. C'est-à-dire que les livres, ça ne suffit pas. Si ça suffisait, ce serait déjà virtualisé et chacun apprendrait son métier derrière son écran sous sa couette. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin d'apprendre la posture d'élève, soutenir l'effort, la concentration, la socialisation pendant un certain nombre de temps. Et puis après, il y a le stage. Le stage, c'est quoi? Le stage, c'est je viens, je me mets à côté de mon garant de stage et je vais faire comme lui. Parce qu'il y a des choses qui se transmettent avec les mots et qu'on peut mettre sur papier. Il y a des choses qui se transmettent avec les mots, mais avec un phrasé, donc ça va passer aussi par mes mimiques, par mes gestes, et ça vient remplir le manque à dire du mot. Et puis il y a des choses qui ne se transmettent pas. Et ça, toutes les mamans marocaines, si elles sont là, et là c'est en référence à ma mère, quand on leur demande une recette, elles disent « mais moi j'ai pas de recette, tu viens et tu regardes ». Parce qu'elles ont très bien compris que le premier principe d'apprentissage, c'est l'imitation.
Et au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais ma copine, elle te demande la recette, tes macros, donne-moi la recette et je la lui donne. Elle me dit, non, il faut qu'elle vienne un jour, un samedi, elle me regarde. Parce que l'apprentissage va passer d'abord par l'imitation. Regardez, alors il y a des explications scientifiques hein, dans les neurosciences. On a des neurones qui sont spécifiques, qu'on appelle les neurones miroirs, et qui font que si je me mets à bâiller, il y en aura certains qui vont bâiller. Si je me gratte la tête, il y en a certains qui vont se gratter la tête. C'est-à-dire qu'on est dans des postures d'ajustement. Quand on est dans une relation positive à l'autre, on a envie de faire comme lui. Donc on va adopter sans même se rendre compte des postures, des mimiques, des comportements, et c'est ce qui se met en route dans l'imitation. Pourquoi je voulais revenir à ce hadith? Parce que oui, avant 7 ans, l'enfant, il va apprendre en jouant. C'est pour ça que dans les écoles Montessori, on leur met plein de trucs et ils choisissent. Parce que la curiosité intellectuelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est le carburant. L'enfant, il sait ce dont il a besoin. Il sait où est-ce qu'il en est, à quelle marche il en est de ses apprentissages. Où est-ce qu'il doit aller peaufiner quelque chose, améliorer quelque chose, affiner quelque chose. Et donc, il apprend en jouant. C'est le premier principe chez l'enfant de l'apprentissage. Donc je vous invite à jouer avec eux. À l'âge de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Éduque-le pendant 7 ans. Ben, l'enfant à 7 ans, il y a des choses qui se sont construites dans son cerveau de façon intellectuelle et cognitive. Et à 7 ans, il a besoin des règles. Il a besoin d'explorer les règles. Et il a besoin de trier les choses, de les organiser, que chaque chose soit à sa place. Et donc c'est le moment où il va dire « Papa, le feu, il était orange, normalement, il faut ralentir. » C'est à 7 ans, 7, 8 ans. Il a besoin des règles. Et c'est pour ça que c'est éduque-le pendant 7 ans. Ensuite, c'est accompagne-le pendant 7 ans. Accompagne-le, si on prend le triangle pédagogique, vous pouvez le retrouver sur Google, hein, vous mettez triangle pédagogique, il est intéressant. Vous avez le savoir, vous avez l'enseignant, vous avez l'élève. La meilleure éducation, elle se passe à l'intérieur de ce triangle. Ce n'est pas le triangle des Bermudes, c'est au contraire le triangle pédagogique avec une pédagogie efficace. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ce que je vais organiser dans le rapport de l'élève au savoir, que ce soit des mathématiques ou de l'islam, c'est comment je vais favoriser le contact de l'enfant avec l'objet du savoir. Comment je vais, moi, être, en tant qu'enseignant, favoriser mon lien à l'élève. Et là, on est du côté du formateur, de l'accompagnant et du bon comportement. C'est-à-dire qu'on peut raconter tous les discours qu'on veut, si nous, dans notre comportement, on n'incarne pas les valeurs, il ne se passera rien. L'enfant, il regarde ses parents. Le parent qui lui dit « il faut que tu pries à l'heure », mais lui, il ne prie pas, bah, il se dit « il me raconte du pipeau ». Donc là, c'est le lien de formation. On est formateur pour notre élève, pour notre enfant, pour notre élève, qui lui-même devient un agent de transmission, de pédagogie par la suite. Et puis, il y a le rapport que nous, on entretient avec le savoir. Un des écueils, c'est de penser que si c'est la relation didactique, c'est-à-dire je te transmets du savoir, je te transmets, et du coup je remplis le verre, voilà, ton cerveau c'est un verre vide, et puis moi je le remplis avec ce que je pense être bon. C'est une des dimensions. L'équilibre, il se passe à l'intérieur de ce triangle. Et concernant la psychologie positive et la communication positive, je soutiens parfaitement. Le cerveau, il faut savoir que le cerveau, on a plusieurs niveaux, on a plusieurs étages. On va dire qu'il y a le cerveau archaïque et le cerveau élaboré. Le cerveau élaboré, il traite toute l'information. Okay, dans des situations où on est tranquille, on est au calme, on est en capacité de réfléchir. Après, on a un cerveau archaïque qui prend la relève quand on est en situation de stress, de danger, quoi que ce soit. Ce cerveau-là, il ne traite pas la négation, par exemple. Tu n'iras pas à la foire, ben lui, il entend aller à la foire. Tu n'es pas bon, pour le coup, il entend tu es bon. Et c'est vrai que quand on se fait engueuler par son parent, on est un peu quand même en situation de stress, de sidération. Donc si on entend j'en ai marre, tu sois mauvais, on entend tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Par contre, c'est pas bon. Ben on entend, bon, quelque part, il y a la négation qui saute, mais pour le coup, à l'avantage de l'éducation. Si je vous dis, par exemple, là, c'est un petit exercice spirituel, et après, quoi, spirituel, c'est un petit exercice psychologique, et après on s'arrête. Si je vous dis, ne regardez pas le vert, la couleur verte, voilà, vous ne regardez plus tout ce qui est de couleur verte, forcément, votre regard a été le capté. Et c'est de ça qu'il s'agissait tout à l'heure. C'est-à-dire que
notre cerveau, on l'entretient avec ceux dont on le nourrit. Si par contre je vous dis, regardez tout ce qui est vert et retenez-le, vous allez le retenir, mais vous n'aurez pas vu le violet ni le rouge, par exemple. Voilà, sur ce, barakallahu fikoum, on ouvre aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des papiers? Candice, as-tu reçu des papiers? Il n'y a pas de questions? Ah, il y en a une là. Oui, il y a une question. Ah, c'est écrit en arabe. Il y a une question. Bismillah. On va commencer par la question. C'est bon, c'est bon. Un commentaire. Ah, d'accord. Oui. Oui, salam alaikum. Merci beaucoup pour vos conseils. Moi, j'ai une question relative aux enfants. Je trouve qu'ils sont de plus en plus tyranniques. Alors, c'est bien de concerter les enfants dans les choix, mais j'ai l'impression des fois que ce sont nous qui imposent nos choix. Donc, il y a le recul sur la chose. Et je me dis, on a toujours un sentiment qu'ils imposent leur choix, les enfants, enfin, à partir de 7 ans par exemple. Je parlais d'un cas précis. La photo de classe, j'ai une petite de 7-8 ans, enfin bientôt 8 ans, qui n'aime pas être photographiée. Donc j'ai signé le papier, parce que je suis encore adulte, comme quoi il fallait être photographiée. Elle a tout gommé. Et donc l'école m'appelle, me dit, vous ne voulez pas que votre enfant soit photographié? Je dis absolument pas. J'ai jamais écrit ce genre de choses. Et quand j'en ai parlé à mon enfant, il m'a dit, mais tu sais bien que je n'aime pas être prise en photo, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Des fois, j'ai même plus les... je suis même plus objective, j'arrive même plus à trouver les réponses. Je l'aurais, je dirais, ben, c'est pas toi qui commande, c'est maman. Mais je trouve que c'est beaucoup trop simple. Quand votre enfant commence à rayer, on n'est pas dans le mensonge. Elle assumait presque à 8 ans d'avoir signé. De toute façon, moi, et je lui dis, mais auparavant, tu faisais les photos de classe. Oui, mais avant, je ne savais pas. Je ne savais pas que je n'avais pas le choix, je dirais. Aujourd'hui, j'ai le choix, je ne fais pas les photos de classe. Voilà, pour moi, ça me plein d'exemples comme ça dans mon quotidien, par exemple, qui me font penser aux enfants tyranniques. C'est un peu fort comme terme, mais je vais avoir votre avis là-dessus. Merci pour cette première question. C'est jamais simple de prendre la parole. Alors, il y aurait... alors, tyrannique est peut-être un mot un peu fort, et en même temps, elle vient nier quand même l'autorité du parent. Et ça, c'est extrêmement grave. Beaucoup plus grave que l'utilisation de ce terme tyrannique. Elle le fait dans votre dos, dans le sens où vous n'êtes pas au courant. Et puis finalement, elle l'assume. On va repartir quand même sur cette idée d'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas. Si elle en arrive à 7-8 ans, je ne dis pas ça pour vous lancer la pierre, hein. J'essaie de lire la situation. Si on arrive à 7-8 ans à une jeune fille qui va prendre le cahier, gommer, changer, changer les directives et puis dire oui, je l'ai fait, et alors comment est-ce qu'elle a pu se sentir autorisée à faire ça? Ou, si on renverse la question, comment elle a pu ne pas se sentir autorisée d'en parler avec vous avant? Parce que là, du coup, c'est la confrontation réelle. C'est-à-dire qu'elle, elle ne vient pas vous en parler. C'est l'école qui vous en parle. Et donc, du coup, elle est prise au pied du mur. Et c'est une demoiselle qui a apparemment du caractère et qui dit « Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça parce que c'est ma tête, parce que c'est ma photo, parce que je ne veux pas, parce que c'est ma vie, c'est mon corps. » Bon, bref. Et si tu veux te prendre en photo, ben vas-y. Bon, ça peut aller très loin. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, c'est... Ok, elle a du caractère, elle a des idées, elle sait ce qu'elle veut. Comment est-ce qu'on peut ouvrir des voies de communication et de concertation en amont? Parce que là, pour le coup, vous n'êtes plus dans la concertation. Elle a décidé de prendre le pouvoir. 7-8 ans, j'ai dit, c'est le moment où on va tester les limites, tester les règles, voir ce qui tient. Tester les règles, ça veut dire je vais faire comme je veux, puisqu'il y a le stade du non. Quand l'enfant il a 2-3 ans, il dit non. Mais il dit non parce qu'on lui dit non.
On lui dit non, et par imitation, il se dit ben, moi aussi je peux dire non des fois. Et il voit ce qui se passe. Là, 7-8 ans, elle teste les limites. On m'a posé des règles. Et moi, j'ai toujours l'image, ça c'est le côté culturel maghrébin, voilà, je pense de façon métaphorique. Les règles, c'est le cadre. Le cadre, c'est les murs de la maison. Ok ? Si je viens et que je pousse le mur de la maison, et que le mur il se déplace, ou qu'il s'effondre, ou que je passe à travers sans qu'il ne se passe rien, ça me rassure ou ça m'inquiète ? Ça va m'inquiéter. Un enfant, c'est pareil. Il vient, son boulot d'enfant, à un moment, il grandit. 7-8 ans, il va tester les limites. Éduque-le pendant 7 ans, ça veut dire les règles, elles sont claires et elles ne bougent pas. Après, on peut se concerter sur autre chose. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas je suis tyrannique ou tu es tyrannique. Ça peut être simplement, on est vendredi soir, qu'est-ce qu'on mange ? Moi, ma mère, elle nous laissait choisir. On est 5 enfants, on choisissait chacun son menu. Du coup, on a le sentiment d'exister, d'être considéré, que notre parole a une valeur, qu'elle a un poids. Si elle a un poids dans un sens, elle a le poids dans l'autre sens également. Si notre valeur, elle a du poids dans la prise de décision, ça veut dire qu'elle ne peut pas être transparente ou annulée dans la transgression, dans les insultes, les gros mots. La parole de l'enfant, elle a de la valeur. Il y a des enfants, du coup, la parole de l'enfant n'a pas de valeur. On leur dit, je sais pas, on ira au centre aéré, on ira au parc de loisirs samedi, il n'y va pas. Donc ça veut dire quand papa ou maman promet quelque chose, ça ne tient pas. De la même façon, quand il interdit et qu'il promet une punition, l'enfant, il sait que ça ne tiendra pas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En tout cas, en termes de pistes de travail, c'est de se dire, hop, on va déjà ouvrir des espaces de communication en amont du passage à l'acte. On tient la règle, c'est-à-dire il y a des choses, c'est interdit. Et à côté de ça, il y a des espaces de concertation qui sont ouverts sur 7-8 ans, elle peut choisir des vêtements. 7-8 ans, elle peut choisir même comment elle s'habille. Mais pas de façon, tu fais ce que tu veux. De façon, tu veux t'habiller comment ? Finalement, c'est pas adapté parce qu'aujourd'hui, il fait froid, tu devrais prendre une écharpe. Là, c'est pas adapté puisque tu vas au sport, tu peux pas mettre la jupe. Voilà. Mais du coup, on l'accompagne dans une progression de prise de choix en accord avec le parent. Donc, il y a le premier niveau qui est simplement de se dire, elle a appris à choisir ses vêtements. Mais le niveau le plus important qui nous intéresse à nous, c'est qu'on a fait la chose ensemble, qu'on a cheminé ensemble pour trouver une solution ensemble, dans le respect des avis des uns et des autres. C'est ça le plus important. Guider son choix. Oui, guider son choix. Je pense qu'il faut savoir pourquoi elle a fait ça. Est-ce que vous en avez discuté avant ou pas ? Si vous n'aviez pas du tout discuté avant, donc si vous ne saviez pas qu'elle ne veut pas... Non, alors justement, ça veut dire qu'elle ne vous a jamais exprimé cela. Donc, voilà. Donc, il y a, je pense, un dialogue à instaurer pour comprendre, qu'elle ne soit pas frustrée. Bon, il faut trouver des moyens. Je pense, vous savez, le fait de commencer à parler avec l'enfant quand il est dans le ventre de la maman, le dialogue est déjà noué à cet âge-là. Et quand il naît, on commence à lui parler, même s'il ne comprend rien. Le fait de lui faire l'adhan, l'iqama, ce n'est pas anodin tout ça. Le fait qu'il entend le Coran, alors pendant la grossesse, ce n'est pas anodin tout cela. Il faut communiquer avec eux. Et petit à petit, Inch'Allah, ils vous ouvriront aussi leur cœur quand ils grandissent. Mais s'il n'y a pas de communication avant, effectivement, ils vont se sentir un peu, en quelque sorte, rejetés ou ils font ce qu'ils veulent. Il y avait un commentaire ? Non, c'était simplement... Alors, il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, moi, je me pose la question par rapport à ce que vous dites, la contrainte et la frustration faisant partie d'une éducation qu'on doit donner à son enfant. Quel est l'équilibre ? Parce que c'est bien de demander tout à l'enfant, essayer de le faire épanouir dans le dialogue et tout, mais il y a un moment où il faut cadrer, frustrer. Mais quel est cet équilibre ? Contraindre presque. Oui, tu es obligé de le faire, même si, oui, il y a des choses qu'on est obligé, même en tant qu'adulte. Mais sans le brimer. En fait, c'est cet équilibre qui est très difficile pour nous parents de jauger au quotidien, quoi.
c'est ça la question que je vous pose. Quel est cet équilibre? Tu peux en mettre, oui. Quand on dit il faut les concerter, il ne faut pas ouvrir la porte à tout, pour tout, non. Moi, en matière d'alimentation, par exemple, un enfant récalcitrant qui ne veut pas du tout manger d'un aliment donné, ou un fruit, ou un légume donné, ou une viande donnée, on conseille d'aller faire le course avec lui, de guider intelligemment le choix, et on lui dit choisis. Et je lui dis, tu sais, t'as vu, la viande, elle est belle, rouge, comment ce légume, comment ça brille. Donc, je vais trouver un moyen pour guider ce choix. D'accord? Donc, ce n'est pas, tu fais ça et ça, donc moi, c'est tout. Il faut guider. La limite entre la contrainte et, je veux dire, le fait de suivre un peu ce choix, c'est le risque. C'est-à-dire, je ne peux pas le laisser faire n'importe quoi alors qu'il y a une prise électrique et il risque de... Donc, quand il y a atteinte à son intégrité, en tant qu'être vivant, en tant qu'enfant, par rapport à l'école, je ne veux pas aller à l'école, mais il n'a pas le choix. Ça, ce n'est pas à lui de décider. Mais je lui explique. Parce que tant qu'il y a un retour des conséquences négatives sur lui, sur ses frères et sœurs, sur la famille, sur l'environnement, là, il n'a plus le choix. Et là, l'autorité parentale doit absolument intervenir de plusieurs façons, bien entendu, sans laisser des traces, au sens souffrance. Les traces ici, on ne frappe pas parce qu'il y a des traces. Je n'insulte pas, je ne traite pas par tous les noms, parce que je laisse des traces psychologiques qu'il peut un jour. Mais je lui explique. Vous savez, le meilleur équilibre que j'ai trouvé, et pardonnez-moi aussi de parler de mes enfants et d'autres jeunes à la mosquée, c'est de parler avec leur raison et leur cœur. Il y a des fois, la raison s'arrête. Vous savez, même au niveau de la religion. Quand tu expliques Dieu et comment, la raison s'arrête. C'est là où le cœur et l'amour de Dieu arrivent. Et inversement, il y a des fois, le cœur n'y est plus. J'aime pas. C'est là où je m'adresse à sa raison. Certes, tu n'aimes pas, mais il y a du bon pour toi, ta santé par exemple. Je veux faire ça. C'est pas bien pour toi, pour tes frères. Donc, je m'adresse à la raison et au cœur en fonction des circonstances. Si la raison ne marche plus, je m'adresse au cœur. Et inversement. L'histoire de la photo, t'as pas envie de te voir quand tu es grand? Va dire non, non, non. Ah, mais t'as pas envie de montrer à tes enfants comment tu étais quand tu es petit? Moi, j'ai utilisé ça en nutrition, si je peux me permettre. Un papa avec le respect, boucher, mais qui mangeait des produits carnivores, de viande. Il aimait, c'est normal. Il bouchait comme beaucoup de bouchers. Des vrais problèmes cardiovasculaires. Terribles. Son cœur, limite, il va lâcher. Et rien à faire. Un jour, j'étais obligé de lui dire la chose suivante parce que la raison s'est bloquée. J'ai utilisé l'affectif, l'émotionnel. J'ai dit, est-ce que tu souhaites, excusez-moi, c'était choquant, vraiment brutal. Tu souhaites que tes petits-enfants te pleurent sur ta tombe? Et là, il a totalement changé. Oui. On est obligé parfois d'utiliser l'électrochoc émotionnel, affectif, quand ça passe plus, etc. Ça va aller bien. Merci pour ces magnifiques conseils. Donc moi j'ai une question, je pense, c'est une question qui se pose toutes les mamans. C'est comment, bien sûr, pour être parent positif, comment éviter de crier, comment éviter de se mettre en colère, parce que parfois malheureusement ça part tout seul. Et donc comment éviter de se mettre en colère et passe parfois à des grosses bêtises avec nos enfants. Il ne faut pas avoir d'enfant, tout simplement. Il vaut mieux même vivre tout seul. Parce que même le conjoint, des fois, il énerve. Je le dis, ça pourrait paraître une anecdote, mais non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que une vie tranquille avec les autres, où je suis en interaction avec les uns et les autres et où je m'énerverai jamais, c'est pas possible.
C'est pas possible. C'est possible pour certaines personnes, mais elles développent un cancer ou un ulcère. C'est-à-dire que toutes les émotions qui ne sont pas exprimées vont se retourner contre elle à l'intérieur. On dit, elle prend sur elle. Oui, elle a tellement pris sur elle que Miskina, elle en souffre de l'intérieur. Donc l'idée, dans votre question, ce que j'entends, c'est comment est-ce qu'on peut exprimer sans violence. Et là, on est sur la communication bienveillante. On est des êtres humains, on peut s'énerver à des moments et crier. Alors je suis la première à dire, il ne faut pas crier sur les enfants. Quand tu cries sur l'enfant, il est en sidération, tatati tatata. N'empêche que, bon, moi j'ai pas d'enfant, mais quand je garde mes neveux toute la journée, à la fin de la journée, je crie. Et on me dit, dis donc Zao, il paraît qu'il ne faut pas crier. Bon, il y a quand même un petit écart entre la théorie et la réalité, la pratique. Ce qui va faire, j'ai envie de dire la caricature, la différence entre un bon parent et un mauvais parent, mais en tout cas, ça va faire la différence entre un bon cheminement vers une parentalité efficace ou est-ce que je suis en train de m'engager dans une impasse, c'est ce que je vais faire après. C'est-à-dire que je me suis énervée contre mon enfant, il m'a mis hors de moi, voilà, j'ai un peu débordé. Après, je peux lui dire, tu sais, maman, elle était en colère parce que ce que tu as fait, c'est très grave. Ou Tata, elle s'est inquiétée parce que tu as disparu dans un parc. Comment je fais pour te retrouver? Donc, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes, mais ça demande de faire un travail sur soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui m'a traversé qui a fait que c'est monté aussi fort? On ne monte pas aussi fort pour n'importe quoi. Il y a bien quelque chose qui s'est passé. Soit parce qu'on ne s'est pas senti entendu dans notre autorité. Et la plupart du temps, pour les parents, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. À partir du moment où nous, on sait pourquoi on s'est mis dans cet état, qu'on arrive à le transformer avec des mots, le dire à l'enfant, du coup, il y a moins de risques pour que ça se reproduise. Je mentirais si je disais que ça ne se reproduisait jamais. Mais en tout cas, il sait que si maman s'est mise dans cet état-là, c'est qu'il y avait une raison. Alors, c'est pas forcément juste ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y avait une raison. On est revenu mettre des mots derrière. C'est comme si on avait mis un pansement qui venait réparer, soigner et parfois guérir ce petit choc traumatique. Très rapidement pour notre sœur. Et il y a colère et colère, ça dépend ce que vous appelez colère. Il y a parler à haute voix, ou en tout cas, voilà, crier un petit peu, hausser le temps. Voilà, hausser le temps, c'est une chose, et c'est quoi de plus normal, j'allais dire, même en matière d'éducation, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a quelque chose de grave. Mais si je reste aussi doux, oh, t'en fais pas chérie, alors qu'ils viennent de je sais pas casser chez le voisin, non, il faut hausser le temps pour qu'ils comprennent qu'il y a eu un événement grave et qu'il faudra faire attention. Maintenant, se mettre dans tous ces états, s'arracher ses cheveux et puis casser les vaisselles, tout ça, là c'est une autre dimension, j'allais dire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, pour un peu calmer notre colère, si on est debout, on s'assoit. Si on est assis, on s'allonge. Et puis si ça ne marche pas, on va faire nos ablutions. L'eau des ablutions éteint la colère et le feu, je veux dire, de la colère, comme l'eau éteint le feu. Voilà, voilà. Alors il y a encore 2 questions orales et après il y a 2 questions papier et malheureusement après il va falloir qu'on clôture. Ouais. Salam alaikum. Merci pour votre intervention et vos conseils. En fait, ma question concerne l'éducation des enfants aux actes, par exemple à la prière, aux actes obligatoires. Même si en fait on essaye de les intégrer par l'exemple, de façon positive, etc. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il y a un âge où, pour la prière par exemple, où ça devient vraiment une contrainte, où l'enfant commence à l'exprimer ainsi parce qu'il a d'autres priorités, qu'il a d'autres envies, qu'il a autre chose à faire et que c'est plus l'enfant de 5, 6, 7 ans qui était là en train de nous imiter. Et donc je me pose la question à ce moment-là, est-ce qu'on a quand même intérêt à contraindre du coup l'enfant à faire par exemple sa prière, à l'obliger, ou est-ce qu'on a intérêt à le laisser faire en fonction de son envie, en fonction de comment lui il ressent les choses et se dire que ça viendra plus tard de lui, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça rejoint une question qui nous a été posée, qui était la suivante: comment mettre la religion dans le cœur de l'enfant pour qu'à l'avenir ce soit un plaisir et pas une contrainte? Donc on va répondre conjointement aux 2 questions, Inch'Allah. Bien, merci pour ces questions très pertinentes.
deux choses. On ne peut jamais dire à un enfant fais, point, c'est tout. Ça, ce n'est plus un style de nos jours. Ni d'ailleurs d'hier. Il faut toujours expliquer le sens des choses, le pourquoi des choses, en s'adressant à la raison et au cœur. Tu aimes Dieu? Oui. Dieu te demande de prier. Ça passe au niveau cœur, ça passe au niveau raison. Jeûner parce que tu aimes Dieu, Dieu t'a créé, il sait comment tu fonctionnes, il sait que le fait de jeûner va te faire du bien. Donc on jeûne. Il y a bien entendu la question de la foi qui passe avant tout. Je fais parce que Dieu demande. D'accord? Et j'explique pourquoi le fait de respecter Dieu est bien. Le terme soumis, tiens, j'ai bien dû penser. Il paraît que notre société veut bannir du dictionnaire le terme ou le verbe se soumettre. Et surtout, avec tous mes respects pour nos sœurs, nos épouses, nos mamans, hein, il paraît que la femme musulmane est soumise, paraît-il. Je n'ai pas vu ça, hein, mais il paraît, d'après certains. Je me suis dit, mais quand même, on est un peu... On marche sur la tête, parce que se soumettre, ça veut dire quoi? Nous sommes tous soumis. Nous sommes tous soumis au feu rouge. Nous sommes tous soumis à des règles. Si tu ne fais pas, c'est très grave. Celui qui veut dire, non, je m'offre, pardonnez-moi le terme, je ne veux pas me soumettre au feu rouge. Ben, il va griller le feu rouge, accident, il peut tuer quelqu'un, il peut se tuer. Donc, je l'oblige à se soumettre. La loi l'oblige. C'est quoi de plus normal? Donc, j'explique à mon enfant, Dieu t'a créé, il a donné des règles. Comme la loi a dit feu rouge, pas feu rouge, stop, céder, à l'école, leur expliquer des images de règles, pourquoi, le comment, et les conséquences. Ne faites pas peur à vos enfants du fait de l'enfer, le fait de l'enfer, le fait de l'enfer, le fait de l'enfer. Parlez beaucoup plus du paradis et de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, d'accord? Et pour qu'ils puissent aimer, parce que le discours de punitif, 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 ça passe pas, hein. En tout cas à notre époque, à notre génération. Alors, cela n'enlève rien de l'existence du fait de l'enfer et que Dieu jugera les gens. Hein, je ne veux pas rentrer dans des discours théologiques. Donc, 1, le sens. 2, et ça marche, ma sœur, n'élevez pas vos enfants seuls chez vous. Un enfant apprend d'un autre enfant. Un enfant, quand il va voir son copain tel et prie, il va prier. La fille, elle va voir sa copine telle, hein, la fille de tata telle, éduquez vos enfants ensemble. Que ce soit dans les mosquées, dans les centres, ou même chez vous. Pardonnez-moi encore de parler des miens. Nous, on a fait élever nos enfants, on était à Clermont-Ferrand à l'époque, tous les week-ends, presque, on plaçait nos enfants chez quelqu'un, chez quelqu'une, hein, chez une sœur ou une famille, faisait ce que les jeunes appelaient les soirées pyjama. Mais on l'a islamisé un petit peu, hein, voilà, je peux m'exprimer assez. Et donc, ils ont grandi ensemble. Et ils ont vu, mais je ne suis pas le seul à prier, parce que maman me dit, prie, 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 prie. Mais non, tu n'es pas le seul. Ils sont nombreux à prier. Ils sont beaucoup à jeûner. Ils sont beaucoup à ne pas dire tel ou tel gros mot, etc. Quand on éduque nos enfants ensemble, ça va être un plaisir, n'est-ce pas? Et ils iront ce quand la prochaine est chez qui, hein, et pas une contrainte. Wallahu a'lam. Merci, Barakallahu Fik. Alors, je peux témoigner pour avoir rencontré personnellement les enfants de Cheikh Hassan Elef. Et ça marche. Alhamdulillah. Alors, il y a juste une question encore qu'on va pouvoir traiter. Et c'est Zaoura Al-Gata qui va répondre sur l'aspect psychologique. J'inviterai la personne, et j'ai aussi une autre question à laquelle on ne va pas répondre, à se rendre sur le stand Dar El Fatwa, où vous pouvez rencontrer des imams, des théologiens, qui répondent à vos questions plus personnelles dans un cadre intimiste et confidentiel. Ils sont là pour ça, faut pas hésiter à y aller. Donc la question, c'est à quel âge il faut annoncer à un enfant adopté qu'il a été adopté, comment s'y prendre. Bon,
chaque situation est différente et l'âge de l'adoption entre beaucoup en jeu. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont adoptés, je suis quelques enfants adoptés, mais vous avez déjà l'âge de raison, vous avez déjà des capacités musiques, donc ils se souviennent très bien de leur parcours, ils savent qu'ils étaient en pouponnière et qu'ils ont été adoptés. Donc là, la question ne se pose pas. La question qui va se poser, ça va plutôt être la question du conflit de loyauté vis-à-vis du parent adoptant. Donc cette question, si elle se pose, c'est que l'enfant il n'a pas de souvenir d'avoir été adopté. Moi, je pars du principe qu'il faut... alors, principe psychologique sous-tendu par des principes religieux, par rapport à la clarification de la filiation. Dès que l'enfant est en état de comprendre, c'est important de le lui dire. De lui dire que, ben voilà, généralement c'est plutôt au moment où ils vont commencer à se demander comment ils ont été fabriqués, comment on fait les enfants, tout ça. Se saisir de cette opportunité-là pour dire que tous les enfants ils naissent comme ça, que lui il est né comme ça, mais que le papa et la maman, c'est pas nous, c'est d'autres personnes qui ont eu des difficultés pour l'élever ou qui sont décédées. Bon, je connais pas l'histoire, et que du coup vous avez fait le choix de l'adopter. Je pense que dans ce genre de situations qui sont très très délicates, des fois on essaie de faire les choses très bien, trop bien, on utilise des mots trop compliqués, on se prend beaucoup la tête, alors que ce qu'il faut c'est juste répondre à l'enfant au moment où il pose la question. Parce que ce qui peut être traumatique, c'est de venir lui dire des choses alors qu'il n'a rien demandé. C'est comme la question de la sexualité, hein. Les questions autour de la vie affective, les petits copains, la sexualité, tout ça. Il y a des parents, ils sont complètement sidérés. Ils se disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'injecte en amont? Est-ce que quand il répond, qui c'est qui répond? Quand il pose la question, qui c'est qui répond? Je pense qu'à un moment, on ne répond pas à un enfant de 4 ans comme on répond à un adolescent de 16 ans. Donc, trouver les mots les plus simples possibles et répondre à sa question avec son vocabulaire à lui, tout simplement. J'espère que la personne qui a posé cette question aura trouvé une réponse. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de vos interventions et de vos conseils précieux. Pour conclure, j'aurais envie de synthétiser et de vous dire que déjà le fait d'être ici laisse penser que vous vous posez des questions et que l'idée d'être éveillé à l'éducation positive de ces enfants, c'est déjà un bon début. Qu'il s'agit parfois non pas de se déresponsabiliser, mais de se dégager aussi de la culpabilité, des exigences qu'on a vis-à-vis de nos enfants, et notamment de leur réussite scolaire, de leur réussite sociale, de leur réussite avec un grand R, de dédramatiser un petit peu tout ça, et c'est aussi notre confiance en Dieu, qui lui seul est le seul garant de l'état du cœur de nos enfants. Invoquons pour leur éducation, et en règle générale, je l'ai dit ce matin et je le réitère, lorsque nous l'invoquons de la meilleure des manières, il se charge par sa grandeur de faire le reste.